11 ans, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, on sait que c'est une sale histoire. Pourquoi on a battu cet avion? Qu'est-ce qui est arrivé? Où est ma famille? Et 72 heures après, le mystère est toujours entier, on ne sait toujours pas. L'hypothèse du crash pourrait être écartée. Il y avait 239 personnes à bord, dont 4 Français. MH370 n'a pas atterri ce matin à l'aéroport. Au début, ce que je faisais, c'est que je leur envoyais des SMS tous les soirs. C'était mon moyen de communiquer avec eux. On va pas vous donner une tombe, vous n'avez pas de corps. Oui, on vit avec, mais on n'est plus le même. Bonjour, je suis Guylain Watrelot. Il y a 11 ans, ma femme, mon fils et ma fille étaient dans un avion, le MH370, qui a disparu au large de la Malaisie. Il s'avère que nous sommes 11 ans plus tard. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé et je vous raconte mon histoire sur Légende. Si tu peux nous résumer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'affaire MH370? Alors, l'affaire MH370, c'est un avion, un gros avion, un Boeing 777, qui partait de la Malaisie et qui allait à Pékin il y a 11 ans, en mars 2014. Une heure après le départ de Kuala Lumpur, l'avion disparaît des radars, en fait. Il a coupé toutes les émissions de l'avion et on ne sait plus où il est. Le vol devait durer à peu près 6 heures et voilà, et on a perdu sa trace. Depuis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On nous a dit que les 239 passagers et équipages ont disparu, sont morts, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé 11 ans après. On va revenir un peu sur ton contexte familial avant le drame. Alors, dans le vol, il y a ma femme, 2 de mes enfants et une petite amie de mon fils, qui était... Moi, à l'époque, j'étais patron d'une multinationale française en Chine. Et je venais de déménager en France depuis janvier, donc là on est en mars, parce que j'avais repris un poste à Paris, et ma famille était restée à Pékin pour des raisons scolaires, les enfants étaient à l'école, et donc là c'était les vacances de février, ils étaient partis une semaine en Malaisie, et donc ils revenaient de leurs vacances avec cet avion, et moi pendant ce temps-là j'étais dans un avion aussi, je faisais Paris-Pékin en même temps qu'eux. Alors Adrien avait 17 ans et Ambre avait 14 ans. Donc ils étaient au lycée français à Pékin et ma femme avait 50 ans. Ça faisait longtemps que tu étais en couple avec Laurence? Ça faisait depuis que j'avais 15 ans, oui. Je l'ai connue au lycée, ouais, sur les bancs du lycée. Alors la dernière fois que j'ai vu ma famille, puisque moi j'étais en poste à Paris et eux vivaient encore à Pékin, j'étais venu pour l'anniversaire de mon fils, donc je me souviens très bien, c'était le 14 février. Et là on est le 8 mars. Donc c'est la dernière fois que je les ai vus, c'était pour fêter les 17 ans de Adrien, mon fils. Donc tu devais les rejoindre à Pékin, toi tu étais dans l'avion. Est-ce que tu peux nous parler un peu en détail de cette journée? Alors, je suis donc dans l'avion, moi. Je vais rejoindre ma famille. Je pars de Paris et je vais rejoindre ma famille pour leur 2e semaine de vacances à Pékin. Je suis dans l'avion et j'arrive à 4 h de l'après-midi à l'aéroport de Pékin. Eux devaient être là depuis 6 h du matin puisqu'ils prenaient l'avion depuis Kuala Lumpur. Quand l'avion atterrit, déjà, comme tout le monde, on regarde son téléphone, on ouvre son téléphone. Et tout de suite, je vois un message qui apparaît de quelqu'un du boulot qui me dit « Guylain, j'ai appris ce qui est arrivé, appelle-moi quand tu veux ». Je me suis dit, c'est un peu bizarre comme message. Bon, j'y fais pas plus attention que ça. Je me dis, il y a un problème au boulot ou je sais pas quoi. Bon, on réglera ça plus tard. Et puis, à la sortie de l'avion, à ce moment-là, une hôtesse m'attendait avec une pancarte et mon nom en disant, chinoise, « Suivez-moi, monsieur ». Suivez-moi, monsieur. J'essaye de lui demander ce qui se passe. Elle fait semblant de ne pas parler anglais et on fait tout l'aéroport. On traverse tout l'aéroport avec elle et j'arrive dans une petite salle où je me retrouve face au consul de l'ambassade de France et un copain qui travaille à l'ambassade et qui me disent Guylain, nous avons une nouvelle à t'annoncer. L'avion dans lequel étaient ta femme et tes enfants s'est abîmé en mer. Comment tu réagis à ce moment-là? Est-ce que tu réalises ce qui se passe? Non, on ne réalise pas. Là, on se dit c'est quoi? C'est abîmé en mer. Donc, on ne sait pas bien comment réagir. On est dans une salle, on se dit je vais pas commencer à tout casser en disant c'est pas possible. Donc ma première réaction c'est de leur poser des questions, c'est de leur dire explique-moi, c'est quoi, ça veut dire quoi, il s'est abîmé, c'est où, c'est quand, qu'est-ce qu'on sait, on a retrouvé des... Donc je pose des questions mais ils savaient rien en fait, ils savaient rien du tout. Donc là on se dit c'est pas possible. Il me dit c'est abîmé en mer mais il y a rien. Donc on commence déjà à se faire une image en disant c'est peut-être faux, il me dit ça, mais en fait, il ne savent rien. Donc, on essaye de se raccrocher assez vite à quelque chose en se disant peut-être que c'est pas vrai, puisqu'on n'a rien retrouvé, peut-être, voilà. Mais c'est abîmé. Mais la première chose qu'on m'a dit, et c'est bizarre quand j'y repense 11 ans après, c'est abîmé en mer. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait rien. Donc, c'est quand même bizarre qu'on m'ait dit ça en premier. Donc, on s'assoit sur une chaise, on se dit c'est pas possible et on essaye de poser des questions. On n'a aucune réponse et à ce moment-là, on est vraiment seul au monde, quoi. On se dit qu'est-ce qui se passe? Sortez-moi de ce cauchemar.
faites quelque chose, quoi. Tu cherches à les contacter ou tu cherches à les appeler? Non, je cherche même pas à les appeler à ce moment-là, parce qu'on me dit c'est abîmé en mer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que rapidement, on me dit, écoute, puisque moi, je suis finalement le dernier à savoir ce qui se passe, puisque j'arrive à 4h de l'après-midi, les autres familles, elles attendaient à l'aéroport depuis 6h du matin, globalement. Hein. Donc, ça se sait depuis 7h du matin que l'avion a disparu. Et donc, moi, je suis un des derniers à le savoir, et ils me disent, il faut que tu ailles rejoindre toutes les familles dans un hôtel près de l'aéroport. Donc, ils m'emmènent, en fait, dans cet hôtel près de l'aéroport. Et là, vous arrivez, il y a une nuée de journalistes qui vous sautent dessus. Et je me retrouve dans une salle, une énorme salle où il y a des gens qui crient, des gens qui pleurent. Enfin, il y a plus de 200 personnes dans cette salle, que des Chinois. Et quelqu'un de Malaysia Airlines me dit, vous pouvez mettre le nom de vos proches sur le tableau. Je dis, vous ne connaissez pas les noms de mes proches sur le tableau? Donc, je devais mettre les noms, leur âge, etc. sur un tableau. Puis il me dit, asseyez-vous là. Et ça s'est arrêté là. Et au bout de 10 minutes, j'ai dit aux gens de l'ambassade de France, ramenez-moi chez moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Ramenez-moi chez moi. T'essaies de parler avec les familles qui sont sur place? Bah non, c'était compliqué, parce que mon chinois n'était pas extraordinaire, eux ne parlaient pas anglais, ils étaient vraiment en famille, en groupe. Non, j'ai même pas essayé, là. J'essayais de parler aux gens de la Malaysia Airlines, mais ils ne savaient rien. Donc j'ai préféré rentrer chez moi, en fait. Et quand tu rentres chez toi, tu réalises ce qui se passe, tu penses... Je rentre chez moi, et donc c'était pas très loin de là. Donc je demande à mon copain qui était là avec moi de l'ambassade de France de me ramener chez moi. Et je savais que chez moi, il n'y avait personne déjà, donc j'allais me retrouver tout seul. J'avais des copains qui m'attendaient devant la porte, qui m'avaient préparé un repas. Et je leur ai dit, écoutez, laissez-moi tout seul, je peux pas vous parler, je sais pas où je suis, là, laissez-moi seul, je vous appellerai s'il y a quoi que ce soit. Et je rentre et je ne sais pas quoi faire. Donc, le plus dur dans cette histoire, et en fait, c'est que tout d'un coup, je vivais dans une maison où il y avait 3 enfants, donc il y avait tout le temps du monde, tout le temps du bruit, tout ça. Et vous rentrez dans une maison où il n'y a plus un bruit. Et ça, c'est pesant, c'est lourd. Donc la seule chose que je fais, c'est j'allume la télé. Et à l'époque, en Chine, on avait accès à BBC et à CNN. Et cette histoire passait en boucle. Donc en fait, je regarde ça en permanence, quoi. Je fais ça. Ouais, alors heureusement, il me restait un fils qui n'était pas dans l'avion, parce que lui faisait ses études déjà supérieures à Paris. Et donc lui était à Paris quand c'est arrivé, et il a fallu que je l'appelle. Donc c'est la première chose que j'ai fait, en fait. Et je l'ai appelé. Et en fait, bien évidemment, lui avait entendu la nouvelle, et il ne me laisse pas parler, et il me dit « Papa, dis-moi qu'ils ne sont pas dans l'avion. » Et je dis « Si ». Et là, je l'entends hurler, quoi. Et tu avais eu un mauvais pressentiment ce jour-là? Des fois, quand il se passe des choses comme ça, on ressent des choses. Est-ce que toi, le 8 mars, tu avais... Non, aucun pressentiment sur cette histoire. Bon, moi, j'avais une vie facile, une vie d'expatrié, tout marchait bien, j'avais un bon boulot, une belle famille, des enfants super. Voilà, non, tout allait bien. Donc, j'avais aucun pressentiment. J'étais ravi d'aller passer la 2e semaine de vacances avec eux. On avait plein de choses de prévues. Non. Tu te rappelles du dernier message que tu as échangé peut-être avec ta femme ou tes enfants? Je me souviens qu'ils m'ont appelé tous, oui, de leurs vacances en Malaisie, et ils étaient très contents. Et oui, je me souviens de ça. Ils me disaient que je leur manquais, et voilà. Mais effectivement, je me souviens de cette conversation. On va revenir un peu sur les théories pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au début, il y a la théorie du pilote qui émerge. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors les théories, effectivement, toujours dans les accidents d'avion, on incrimine les pilotes. Hein, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc là, rapidement, la Malaisie a essayé d'incriminer le pilote en disant que le pilote a fait tomber l'avion à des milliers de kilomètres de l'où il était parti. Il s'est suicidé et il a tué tout le monde. Il faut savoir quand même que tous les gens qui ont enquêté sur le pilote disent c'est pas possible, globalement. Et puis pourquoi il serait allé se suicider 8 heures plus tard, alors qu'on a vu que dans les cas de suicide, en général, ça se passe assez rapidement. Donc la théorie du pilote, oui, on a essayé de le faire, mais même la Malaisie, qui était plus ou moins en charge, de l'enquête, n'a pas réussi à le prouver et n'a pas dit c'est le pilote. Donc ce n'est pas le pilote. Quand tu dis 8 heures plus tard, c'est parce que l'avion a continué de voler du moment où on a perdu sa trace? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait rien au départ. On dit l'avion a disparu au bout d'1 heure. Et au bout d'1 semaine, on nous dit, après avoir cherché là où l'avion a disparu, donc c'était en mer de Chine, donc c'est-à-dire que c'était entre la Malaisie et le Vietnam, on l'a cherché là,
Au bout d'une heure, il était là. Donc on a cherché, on a mis des avions, des bateaux, on a cherché des débris dans cet endroit-là. Il faut savoir qu'une semaine plus tard, on nous dit, au fait, les militaires malaisiens ont vu l'avion traverser la Malaisie, donc faire des milliers de kilomètres dans l'autre sens, et aller de l'autre côté. Donc ils disent, pendant la nuit, les militaires malaisiens l'ont vu. Et on nous dit une semaine pour nous dire ça, alors qu'on a cherché ici pendant une semaine. Donc au bout d'une semaine, il est clair qu'on comprend qu'il y a un vrai problème et qu'on nous cache la vérité. Donc au bout d'une semaine, on se dit, c'est une sale histoire, on va nous cacher la vérité, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Les familles, il va falloir qu'on se prenne en main. Visiblement, on ne veut pas nous dire la vérité. Visiblement, on nous cache la vérité. Visiblement, cet avion, il n'est pas là où on nous dit qu'il est. Et on nous dit en plus, il y a des données d'une société qui s'appelle Inmarsat, qui suit plus ou moins les données des avions, mais qui ne peut pas les suivre vraiment à la trace, mais qui obtient des données des avions, qui a reçu des données de cet avion pendant 8 heures. Donc non seulement on nous dit qu'il a traversé la Malaisie de l'autre côté, mais en plus il a volé 8 heures. Voilà. Donc d'où les 8 heures. Donc d'après l'enquête officielle, il a volé encore pendant 8 heures, avant de s'écraser au fond de l'océan Indien. Alors rapidement aussi, on nous parle de deux Iraniens qui sont dans cet avion et qui ont volé des passeports en Asie, et qui sont dans cet avion. Donc rapidement, on dit, bah voilà, il y a des terroristes dans l'avion. Bon, après l'enquête, et là tout le monde est assez d'accord là-dessus, l'enquête est rapidement menée, et tout le monde a dit, oui, c'est ces gens-là, en fait, c'est des gens qui essayaient d'immigrer en Allemagne, en fait. Ils avaient volé de faux passeports pour rentrer en Europe, quoi. Et voilà, mais c'était pas des terroristes. Donc il y a eu cette thèse-là, un moment, qui a rapidement été coupée, celle-là. Il y a un grand mystère aussi autour de la soute. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Il y a plein d'autres théories aussi, et notamment par rapport à ce que transporte cet avion, parce que dans cet avion, effectivement, il y a beaucoup de chargements, et il y a un chargement qui est très mystérieux. Il y a un chargement où on nous dit que c'est des fruits qui s'appellent des mangoustines, qui sont des fruits de saison, et on nous dit qu'il y a 2 tonnes de mangoustines. Or, il s'avère que ce n'est pas la saison des mangoustines. Donc, c'est clairement pas ça. Mais il y a aussi un chargement d'équipements électroniques qui n'a pas été... Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas passé aux douanes. Il a été mis directement dans l'avion sans passer par les douanes. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a 2 chargements dans cet avion qui sont extrêmement suspects. On ne sait pas du tout ce que c'est. Et vous avez mis du temps à savoir ce qu'il y avait dans cet avion. C'est même plusieurs années, il me semble. Oui, ça on a mis du temps. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, ce qu'il y avait à la place des mangoustines. On ne nous a toujours pas dit. Bon, il s'avère qu'on a mené l'enquête et qu'on a regardé sur les avions précédents et même les avions suivants. Il y a toujours... C'est un peu bizarre. Enfin, il s'avère que la Malaisie, visiblement, au milieu de trafic de ce genre-là, et on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les avions. Donc, ce n'est pas forcément une preuve. Mais néanmoins, le chargement, on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dedans. Il y a une théorie aussi sur le crash. L'avion aurait peut-être pu tout simplement se crasher. Alors, il y a eu plein de théories d'accident, oui. Plein de théories d'accident en disant que l'avion est tombé parce que, voilà, il y a eu un problème technique, il est tombé. Il s'avère que quand on regarde comment ça s'est passé, on se dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Dans un avion, oui, il peut y avoir... On nous a dit qu'il y a eu le feu dans l'avion, dans la soute, notamment ce chargement électronique qui a pris feu. Mais quand même il y a ça, il y a toujours des alertes qui démarrent, il y a toujours quelque chose, il y a toujours le pilote qui lance une alerte, il y a toujours quelque chose. Et là, il n'y a absolument rien eu. Ce qu'il y a eu, c'est que tout d'un coup, toutes les communications de l'avion se sont coupées. C'est tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait. Et il n'y a pas eu d'autres communications. Alors, des débris vont être retrouvés après. Est-ce qu'il y a des preuves qu'ils appartenaient bien au MH370 ? Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on a essayé de fabriquer une histoire. Donc, l'histoire a commencé une semaine plus tard, où on nous dit que l'avion a traversé la Malaisie. Pourquoi on met une semaine pour nous dire ça ? Ensuite, on va nous dire qu'effectivement, on a vu des débris. Il faut savoir que les premiers débris qu'on a vus, c'est les Chinois, c'est un satellite chinois qui dit les avoir vus en mer de Chine. En mer de Chine, pas du tout dans l'océan Indien où on nous indique qu'on a trouvé les débris ensuite. En mer de Chine. Il faut savoir que des débris de plus de 20 mètres de long qu'on montre, qui flottent parfaitement, et on va sur place, on ne les retrouve pas, des débris de 20 mètres de long. Donc ça, c'est extrêmement mystérieux aussi. C'est les premières fois qu'on nous parle de débris. Après, beaucoup plus tard, effectivement, il faut savoir que les débris officiels dont parle l'enquête, ce sont des débris qu'on retrouve plus d'1 an plus tard sur des plages du côté de Madagascar et du côté de l'Afrique. Donc c'est quand même relativement loin. Et ça, c'est plus d'1 an plus tard. Donc ces débris-là, on va nous dire à un moment donné... alors le premier est à l'île de la Réunion, d'ailleurs en France, ce qui a permis aux Français d'avoir un petit bout de cette enquête. On va nous dire assez rapidement ces débris appartiennent à l'avion. Enfin, fort probablement à l'avion. Oui, c'est pas prouvé. Pas de preuve formelle. Et nous,
On a demandé, bien évidemment, les preuves. Les preuves ne sont pas irréfutables. Oui, c'est des débris de Boeing. Oui, ça peut être des débris de 777. Ce n'est pas forcément des débris de cet avion. Pour nous, la preuve n'est absolument pas irréfutable. Il faut savoir que des Boeing de ce genre-là, il y en a eu énormément de démantelés. Et voilà, enfin, donc des pièces de Boeing comme ça, il y en a un peu partout. Hein. Après, on nous a dit, par exemple, qu'il y a eu l'Australie, à un moment donné, nous dit, il y a une semaine plus tard, il y a d'énormes traces de kérosène dans la mer, donc l'avion doit être là. Il faut savoir que l'Australie a dit n'importe quoi. Le kérosène s'envole immédiatement, enfin, s'évapore immédiatement. Donc, il ne peut pas rester une semaine comme ça, donc des choses comme ça. Le truc le plus bizarre de l'Australie, c'est qu'à un moment, dans cette zone de l'océan Indien, on envoie des bateaux chercher. On envoie 2 bateaux chercher, d'accord? Un bateau chinois et un bateau australien. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les pings des boîtes noires. Il faut savoir que les boîtes noires émettent des bruits pendant 1 mois. Donc, on envoie des bateaux chercher là-bas, 2, et le 28e jour, donc il faut savoir qu'ils émettent pendant 30 jours, comme par hasard, le 28e jour, on nous dit les 2 bateaux ont entendu les pings. Donc ça y est, on a retrouvé le MH370. Malheureusement, le bateau chinois nous dit très rapidement, le lendemain, nous dit « Oh, je suis désolé, j'ai pas enregistré les pings, je peux pas vous dire si ça vient du bateau. » Donc il cherche quand même des bruits, mais il les enregistre pas. Comment ça, il l'enregistre pas? C'est un oubli? Il dit « J'ai pas enregistré. » Non, mais c'est pour vous dire à quel point on nous prend pour des imbéciles, quoi. Et le pire, moi je trouve que le pire, c'est le bateau australien. On nous dit au bout d'1 mois, « Oh, by the way, le bruit qu'on a entendu, c'est un bruit qui venait de notre propre bateau. C'était pas la bonne fréquence. » Mais on met 1 mois à nous dire ça. Donc encore une fois, on a construit cette histoire, on nous a fait croire qu'il y avait des débris, on nous a fait croire qu'on avait entendu les boîtes noires, on avait fait croire qu'on a vu l'avion. Mais tout ça est faux. Tout ça est totalement faux. Mais il fallait construire une histoire. Depuis 11 ans, toi, tu as reçu plein de messages comme quoi des personnes avaient trouvé ta famille, des arnaques financières. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça a été très dur. Alors, un des plus gros problèmes que j'ai eu dans cette histoire, parce que rapidement, ce que je dis, c'est que rapidement, au bout d'1 semaine, on s'aperçoit qu'il y a un problème, qu'on ne nous dit pas la vérité. Et moi, à ce moment-là, j'ai un boulot et je me dis, il faut que j'enquête. Donc, malheureusement, j'avais un boulot important et je faisais très mal mon boulot et très mal cette enquête. Donc, il a fallu que je quitte mon boulot. Enfin, par exemple, tous les jours, nous avions un mail de Malaysia Airlines à 16h, tous les jours. Donc, vous imaginez quand vous êtes au boulot, à partir de 15h, vous êtes devant votre ordinateur et vous regardez ce qui se passe, quoi. On n'est plus dans le boulot, quoi. C'était un mail pour donner des nouvelles chaque jour? Qui donnait tous les jours des nouvelles. Pendant 3 mois, ça a été comme ça. Donc, voilà. Donc ça, c'était impossible. Je n'arrivais pas à amener les taux. Je faisais mal mon boulot, je faisais mal mon enquête. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de quitter mon boulot et de ne faire que ça. Donc, je me suis mis à l'enquête. Donc, voilà. Donc, je n'ai fait que ça. Comment tu fais financièrement quand tu quittes ton travail comme ça? Heureusement, en fait, j'ai été aidé parce que ma boîte a été rachetée à ce moment-là et j'ai profité d'un plan de départ. Donc j'ai eu un peu d'argent, et ce qui m'a permis de ne pas travailler pendant un certain temps. C'était pas prévu, mais bon, ça s'est passé comme ça. Donc financièrement, ça allait à peu près et je pouvais me consacrer entièrement à cette enquête-là. Donc là, mener l'enquête pour moi, je suis devenu petit à petit un expert aéronautique. Puis un des soucis que j'ai eu dans cette enquête, c'est que vous avez des milliers de personnes qui tout d'un coup vous contactent. Soit par Internet, soit le site qu'on avait créé sur Facebook, soit ils trouvent mon numéro de téléphone, soit ils trouvent mon adresse chez moi, ils arrivent chez moi un dimanche après-midi, etc., etc. Mais des milliers de personnes me contactent à ce moment-là. Donc le plus dur est de faire le tri et de savoir si ces gens-là sont avec toi ou pas avec toi. Alors faire le tri, c'est très dur. 90% des gens qui vous appellent ou qui vous disent « je peux t'aider », c'est des gens qui sont dans le malheur. Je ne sais pas pourquoi, ça leur fait plaisir de discuter avec quelqu'un qui est dans le malheur. Donc vous jouez un peu le rôle du psy, et donc ça c'est... Déjà, bon, ça va assez vite aller les éliminer, mais ça dure un certain temps. Il y a des fous furieux, quoi, qui disent... il y a un mec qui arrive chez moi un dimanche après-midi, qui me dit « je sais où est l'avion », il sort une carte, il dit « voilà, j'ai mis mon pendule, il est là l'avion ». Ou une personne un jour qui m'appelle, il me dit « ils sont dans la 3e dimension, tu sais pas ce que c'est que la 3e dimension, mais ils sont là-bas, je te promets, ils sont dans la 3e dimension ». Ou quelqu'un qui vous dit... moi, je discute avec les morts, je vais te dire ce qui s'est passé. Bon, voilà. Donc, il y a toute cette catégorie-là, c'est assez facile là aussi à balayer. On peut appeler les complotistes aussi, peut-être Après, les complotistes, ouais, je ne sais pas où les mettre, ceux-là, parce que on me traite de complotiste, moi, déjà. Donc, je ne sais pas qui est complotiste. Parce que pour moi, dans cette histoire, il est clair que des États se sont mis d'accord, ou en tout cas, des États sont impliqués dans la disparition de cet avion. Donc, est-ce que c'est un complot de dire ça? Est-ce que c'est complotiste? Peut-être. Mais il y a un complot entre plusieurs États. C'est évident. Donc, et après, il y a les gens qui sont experts aéronautiques
et qui vous disent je peux t'aider, ou qui sont des gens du monde de renseignement, ou etc. Qui disent, là, vous apercevez rapidement qu'il y en a un qui va dire noir, l'autre qui va dire blanc. Et ils ont l'air tous les deux très peu honnêtes. Il y en a un des deux qui me dit des conneries. Donc il y a un des deux qui n'est pas là pour me renseigner, quoi. Et vous ne savez pas lequel c'est, en fait. Donc c'est très, très compliqué. Et enfin, il y a les gens malsains et qui veulent vous soutirer de l'argent, qui veulent soutirer de l'argent à des gens dans la peine comme moi et qui sont habitués à faire ce genre de choses-là et qui sont prêts et qui vous demandent de l'argent en échange d'informations, quoi. Et des fois, ça va très très loin. Parce qu'on t'a même fait croire à un moment que tes enfants étaient en Birmanie, tes enfants et ta femme. Un jour, un Français m'appelle de Thaïlande. Il me dit, j'habite dans le nord de la Thaïlande. Puis il m'envoie des articles sur lui. Il m'envoie une photo de son passeport comme pour montrer que c'est un mec bien, quoi. Et il me dit, écoute, j'ai des preuves comme quoi ils sont prisonniers, effectivement, au nord de la Thaïlande, en Birmanie, dans un camp. Ils sont là, je les ai vus, je sais qu'ils sont là, ils sont tous là. Et il m'explique comment il a su ça, en fait, par son beau-fils qui travaille à la douane, qui a vu un car traverser un jour, escorté par l'armée birmane et thaïlandaise. Et il y a eu un échange, et ils sont tous là, ils sont vivants. Et il peut me donner des preuves. Voilà. Et il me dit, il faut que tu viennes en Thaïlande. Et on va se rencontrer, et je vais te donner les preuves. Donc voilà. Et en général... Toi, à ce moment-là, quand il te dit ça, c'est... On a envie d'y croire. Moi, mon problème dans cette histoire, c'est que je n'ai toujours pas de preuves qu'ils sont morts. Alors, on est quand même 11 ans plus tard, donc je pense qu'effectivement, ils sont bien décédés. Mais à ce moment-là, j'en ai pas. Donc quelqu'un qui vous dit qu'ils sont vivants, vous avez envie de vous raccrocher au truc. Même s'ils sont dans un camp quelque part, vous avez envie de vous raccrocher au truc. On dit peut-être il y a encore un espoir. Donc, non, puis en plus, il me dit, ils sont en bonne santé, ils vont bien, ils sont juste dans un camp, ils sont juste prisonniers, quoi. Et il me dit, il faut que tu viennes. Et j'étais prêt à prendre mon billet d'avion, et j'allais prendre mon billet d'avion pour aller le voir, puis il m'appelle la veille, et il me dit, parce qu'on devait se voir à Bangkok, il me dit, non, il faut que tu viennes me voir au nord de la Thaïlande. Et je lui dis, bah non, on avait dit Bangkok. Il dit, non, il faut que tu viennes me voir tout au nord, à tel endroit. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, il change d'avis au dernier moment. Et après, il me rappelle et il me dit, mais amène un peu d'argent, il faudrait que tu m'envoies un peu d'argent parce qu'ils vont faire des photos et ils vont t'envoyer des photos. Donc moi, dès qu'on parlait d'argent, j'arrêtais. Donc rapidement, j'ai donné ces coordonnées-là à des gens que je connaissais, on va dire des services secrets, qui m'ont dit, écoute, ce mec-là est connu, tu aurais été là-bas, tu aurais été enlevé et tu aurais été otage et on aurait fait chanter la France. J'ai échangé assez longtemps avec lui, ouais. Ouais. Oh, et comment tu fais pour garder espoir face à de telles manipulations Garder espoir, je sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai pas eu espoir tout le temps. Enfin, il y a espoir de les retrouver. À un moment donné, ça s'est arrêté. Et l'espoir, moi aujourd'hui, mon espoir, c'est de savoir ce qui s'est passé. Donc c'est ça aujourd'hui, garder l'espoir. J'ai tourné la page en ce qui concerne de revoir ma femme et mes enfants, mais aujourd'hui, j'ai toujours l'espoir de savoir ce qui s'est passé, même si je pense que je sais à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on le dise et que ça se sache, parce que je pense que tout le monde a intérêt à... Donc garder espoir, c'était un peu le combat de ma vie. Je savais pourquoi je me levais le matin. C'est ça qui m'a fait tenir, en fait. Il y a deux choses qui m'ont fait tenir. Un, j'avais un fils. Il me restait un fils. Ce fils avait 20 ans. Et ce fils, il fallait que je lui dise, oui, la vie peut être belle. Oui, le monde est beau. Oui, on peut vivre des moments sympas. Il faut que ça continue. Il faut que je te montre l'exemple. Donc ça me faisait tenir. Et le deuxième truc qui me faisait tenir, c'est le combat. Le matin, je me levais pour chercher la vérité. Et ça permet de tenir. C'est ça qui permet de tenir. Pendant combien de temps t'as gardé espoir? En fait, moi, le moment où je me suis dit ils reviendront pas, c'est au moment où on a retrouvé le premier débris à La Réunion. Bon, on nous disait depuis le début, ils sont morts, ils sont décédés, il y a eu un crash, ils sont tombés dans l'eau. Donc petit à petit, on nous dit, bon, on veut pas nous dire la vérité, mais on nous dit quand même qu'ils sont... Parce que je suis persuadé que depuis le début, on sait ce qui s'est passé. Donc, si on nous dit qu'ils sont morts, c'est que vraisemblablement, ils sont morts, quoi. Et le débris retrouvé à La Réunion, ça a été un peu le moment où je me suis dit, bon, on essaie de nous montrer des débris, donc on veut vraiment nous prouver que... Voilà, ça a été ce moment-là où je me suis dit, bon, ils ne reviendront pas. Mais c'était un peu plus d'1 an plus tard, quoi. Hein. Ok, ouais, donc pendant 1 an, tu croyais, tu avais vraiment l'espoir de les retrouver vivants. Comment on vit avec cette absence, cette incertitude, là, comme ça, même si c'est 11 ans après, ta femme, tes 2 enfants ont disparu? Bah oui, 11 ans, on sait toujours pas ce qui s'est passé, on sait que c'est une sale histoire. Et en fait, comment on vit avec ça? On est obligé de vivre avec ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et comme je dis, j'ai toujours un fils. Puis on se dit, allez, il faut que la vie continue. Donc on vit avec ça. Autant les premières années, 100% de mon temps, c'était consacré à ça. Autant ça ne l'est plus aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, j'ai une vie tout à fait normale, comme tout le monde.
Même si de temps en temps je fais une interview, même si de temps en temps je vois toujours des journalistes, même si de temps en temps j'ai des gens qui m'informent de certains trucs. Mais oui, on vit avec, mais on n'est plus le même. On n'est plus le même. C'est-à-dire que je pense que j'étais bien naïf avant, je le suis un peu moins maintenant. Je sais qu'il se passe des choses comme ça. Et d'ailleurs, des avions qui ont été abattus depuis, il y en a eu. Il y en a eu depuis. 2 mois plus tard, il y a le même compagnie, un même avion qui est abattu sur l'Ukraine. Donc, très bizarre. Un 777 Malaysia Airlines abattu sur l'Ukraine. Et on sait que ce sont les Russes qui l'ont abattu. Pourquoi très bizarre? Pourquoi très bizarre? Parce que c'est la même compagnie, même avion. C'est quand même la probabilité est quand même très faible. Et là, on sait que c'est les Russes. On sait que c'est un missile russe. Bon, moi, j'ai ma théorie là-dessus. Moi, ma théorie, c'est que ce sont les Américains qui ont abattu. L'avion était ma famille. Et qu'il faut savoir que c'est en 2014. Et que cet avion est abattu sur l'Ukraine 2 mois plus tard, en 2014, d'accord? Et on sait que c'est Poutine qui l'a abattu. Pour moi, c'est très clair, c'est la réponse de Poutine à Obama qui dit « moi, je peux le faire ». Il faut savoir qu'au Poutine, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Crimée, il va envahir la Crimée. Donc c'est le début de toute cette histoire. Ça. Quand je dis des trucs comme ça, je suis complotiste. Mais c'est bizarre que tout le monde dise cet avion a été abattu par les Russes, et tout le monde est d'accord là-dessus, on ne dit pas pourquoi. Personne ne dit pourquoi. Et pourquoi, selon toi, les Américains auraient abattu les MH370? Alors, selon moi, cet avion est abattu effectivement par les Américains parce qu'il y a quelqu'un et quelque chose dans l'avion qu'ils ont essayé d'intercepter avant, qui ne doit pas arriver à Pékin. Comme quoi? C'est justement ce qui est dans la soute et on ne sait pas ce que c'est. C'est du matériel militaire, informatique, c'est des secrets militaires qui sont dans l'avion. Tu penses que les États-Unis seraient capables d'abattre un vol avec autant de passagers pour du matériel informatique? Il y en a eu d'autres, des avions abattus. En Iran, en Ukraine, il y en a eu. Il y a eu un vol en Corée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas la guerre, mais abattre un avion civil, oui, c'est un signal fort qu'on se permet de faire de temps en temps, oui, et qui ne déclenche pas une guerre. Et il y a des preuves pour appuyer ce que tu dis? J'ai mené une longue enquête. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi je dis que les anglo-saxons en général sont impliqués. Il faut comprendre très rapidement ce qui se passe. L'avion disparaît le 8 mars. Le 9 mars, au matin, le FBI est à Kuala Lumpur, chez le pilote, et prend le simulateur de vol de pilote. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi le FBI était à Kuala Lumpur le lendemain et prend le simulateur de vol de pilote. Que fait le FBI là-bas? Il y a des Américains dans le vol. Ouais, ok, mais c'est pas eux qui mènent l'enquête. Ils ont rien à faire là. Donc, déjà, le FBI est impliqué dès le départ. Il faut savoir que le FBI n'a jamais rien versé à l'enquête officielle. Donc, ils mènent l'enquête, mais on n'a rien. On n'a aucun rapport du FBI dans l'enquête officielle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font du simulateur? Pourquoi ils nous le donnent pas? Bon, première chose. Deuxième chose, qui nous dit où est l'avion? Ce sont les Anglais. C'est une société Inmarsat très liée au service secret anglais qui nous dit que l'avion est dans l'océan Indien avec ses satellites. Et troisième chose, qui cherche l'avion? Ce sont les Australiens. Donc là, vous êtes en plein, vous dites ça à quelqu'un des services secrets, il vous dira « j'ai compris ». J'ai compris, on est en plein dans ce qu'on appelle les Five Eyes. Les Five Eyes, c'est les 5 services secrets anglo-saxons. On est en plein dedans, et c'est eux qui mènent la danse. Je veux dire, c'est l'Australie qui mène l'enquête. Alors, ce n'est pas eux qui devraient mener l'enquête rapidement. Ça devrait être la Malaisie. Officiellement, c'est la Malaisie qui doit mener l'enquête. Ce sont les règles. Mais rapidement, c'est l'Australie qui mène l'enquête. Ils n'ont rien à faire. C'est eux qui cherchent l'avion. C'est les Anglais qui disent où est l'avion. Et c'est les Américains qui mènent, avec le FBI qui mènent l'enquête. Donc, on est en plein dedans, là. On est complètement cerné. Donc, c'est pour ça que c'est évident. 1, que les Américains mènent l'enquête. 2, il faut comprendre aussi que c'est une des zones les plus surveillées au monde. Il faut savoir qu'il y a une base qui s'appelle Diego Garcia, qui est dans cet endroit-là. Diego Garcia, c'est la plus grosse base américaine en dehors des États-Unis, qui est au sud des Maldives, d'accord? Sur cette base-là, ils voient tout ce qui se passe dans la région, d'accord? De cette base-là, ils nous ont jamais rien dit. Il faut savoir que cette nuit-là, moi j'ai la preuve qu'il y avait ce qu'on appelle des AWACS, c'est des avions espions avec les champignons au-dessus. J'ai eu la chance de faire un vol en AWAC. Je peux vous dire que quand vous êtes dans un avion comme ça, vous voyez tout ce qui se passe à 600 km autour. Donc cette zone est totalement surveillée. Les Américains savent parfaitement où est l'avion. Ils l'ont suivi de A jusqu'à Z. Donc voilà, donc ils sont impliqués, ils ne veulent pas le dire. Donc pour moi, rapidement, après, j'ai eu pas mal de contacts qui m'ont confirmé tout ce que je pensais. Mais je n'ai pas de preuves aujourd'hui. Néanmoins, j'ai suffisamment de faisceaux qui me permettent de dire qu'ils sont impliqués et qui ne veulent pas nous dire la vérité. De là à dire ils ont abattu l'avion, ça c'est une théorie que je dis, parce qu'il faut bien que l'avion tombe à un moment donné et disparaisse. Mais voilà, quoi.
Quand tu dis des contacts, c'est des personnes plutôt haut placées, c'est des gens des services secrets? Alors, c'est des gens de... Oui, c'est des gens de services secrets, c'est des gens de l'armée, c'est des gens de l'étranger, d'autres services secrets étrangers. Oui, c'est des gens... Par exemple, quelqu'un un jour m'a dit... mon père ou ma maman, comme ça on va essayer, travaille pour Inmarsat, et m'a dit un jour que les données Inmarsat avaient été brouillées. Donc c'est des infos comme ça que vous recoupez petit à petit, et par plein de gens différents, oui. Pour toi, est-ce qu'il y en a une, je te pose la question, tu as déjà cité plein de choses, mais est-ce qu'il y a une chose que tu trouves que c'est vraiment la plus louche dans cette histoire? Toi, c'est quoi le plus bizarre? Bah moi, le plus bizarre, c'est dès le départ. Ça commence tout de suite, c'est qu'on nous dit, on met une semaine à nous dire, l'avion, il a traversé la Malaisie, les militaires malaisiens l'ont vu, à des milliers de kilomètres de là où il a disparu et là où on l'a cherché. Donc c'est ça, dès le départ, c'est très bizarre. Pour moi, c'est déjà une preuve qu'on manipule la vérité dès le départ. Et même la Malaisie, même à un moment donné, le Premier ministre malaisien est interrogé et dit « Mais vous voyez un avion dans la nuit, vous savez pas ce que c'est, vous devez envoyer les chasseurs. » Vous savez ce qu'il répond? Parce que normalement, vous voyez un avion qui est là où il ne devrait pas être. Les militaires, ils envoient tout de suite des chasseurs pour l'intercepter. Ah ben non, on a estimé que c'était un avion ami. Et il rigole quand il dit ça. Donc on nous prend vraiment pour des imbéciles. Donc le plus bizarre, c'est ça. C'est que, et pour moi, c'est une preuve énorme. On nous dit n'importe quoi. Mais on met une semaine à nous fabriquer ce truc-là. Et c'est à ce moment-là qu'on fabrique les soi-disant données Inmarsat qui disent que l'avion a volé pendant 8 heures. Comme ça, on va nous dire que l'avion est au fin fond de l'océan Indien où on est sûr qu'on ne trouvera jamais rien, quoi. Donc pour moi, c'est une évidence qu'on a fabriqué une théorie, qu'il faut cacher la vérité. J'ai du mal à trouver des preuves, mais je travaille aussi avec des journalistes qui ont travaillé là-dessus. Bon, j'ai aussi écrit un bouquin, j'ai une journaliste avec qui je travaille beaucoup qui a écrit un bouquin, si les gens sont intéressés, il faut lire ces bouquins-là. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a porté plainte en France pour actes de terrorisme. Donc il y a toujours des juges français qui sont là et qui mènent l'enquête. Le problème des juges français, c'est que les preuves, elles ne sont pas en France. Donc il faut aller chercher les preuves aux États-Unis, il faut aller chercher les preuves en Malaisie, il faut aller chercher les preuves en Angleterre. Et ça, c'est toujours dur. C'est toujours dur d'aller chercher des preuves dans les pays étrangers. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que l'enquête française, elle n'a pas les preuves, mais elle nous dit en permanence, la version officielle, elle ne tient pas. Tout ça fait que je suis arrivé à cette conclusion. Ouais. Et pour toi, à quel point la Malaisie est responsable de ce qui s'est passé? Je pense pas que la Malaisie soit responsable. Je pense que la Malaisie est un peu le dindon de la farce dans cette histoire. Je pense qu'ils savent vraisemblablement ce qui s'est passé, mais on les a fait taire. Et j'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve. Un mois après la disparition du vol, visite historique d'un président américain en Malaisie. Obama va en Malaisie. Jamais un président n'est allé en Malaisie. À ce moment-là, il faut savoir qu'avant, le gouvernement chinois était extrêmement agressif sur ce qui s'était passé. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois dans l'avion. Et donc, les Chinois critiquaient énormément la façon dont la Malaisie avait géré l'affaire. Visite historique d'Obama en Malaisie. Et à partir de là, les Chinois ne disent plus rien. Et à partir de là, le gouvernement chinois dit aux familles chinoises, surtout, vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, on va négocier des compensations pour vous. C'est fini, on n'en parle plus. Et les Chinois se taisent. Donc c'est évident qu'Obama est allé négocier quelque chose à ce moment-là en Malaisie, et a fait taire quelque part les Malaisiens et même les Chinois. Enfin, il a sûrement donné quelque chose en échange, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, il y a eu une négociation entre Obama et ces pays-là, on a mis un tapis sur l'histoire et on a décidé de ne plus en parler. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à vraiment jamais rien lâcher dans ce combat? D'abord pour mon fils. Si j'étais à sa place, j'aimerais savoir pourquoi on m'a enlevé ma maman, mon frère et ma sœur. Voilà, mais je pense aussi que c'est important pour moi aussi. Hein. Quelqu'un a décidé de nous les enlever. Je veux savoir pourquoi. Je veux dire, c'est quand même important, non? Peut-être que cette raison est bonne, j'en sais rien, mais j'aimerais connaître la raison. Et puis tout le monde a intérêt à le savoir. Est-ce qu'il y a des jours où tu ressens encore leur présence, 11 ans après? Non, alors je vais répondre à autre chose. Souvent, on me pose la question comment t'as fait ton deuil et c'est quoi le deuil pour toi? Alors moi, je réponds toujours, en fait, le deuil pour moi, c'est... Bon, il y a le déni au début, donc on est dans le déni, non, c'est pas arrivé, ils vont revenir, il y a le déni. Et puis moi, le fait qu'on n'ait pas de corps, pas de débris, rien, effectivement, on peut toujours dire, ils sont toujours là. À un moment donné, on n'est plus dans le déni, à un moment donné, on dit, bon, ok, ils ne reviendront plus, donc on commence à accepter le truc. Mais pour moi, le deuil, c'est...
Je pense que j'ai fait mon deuil où le jour où quand je pense à eux, je souris. Maintenant, quand je pense à eux, ce n'est que des bons souvenirs et je souris. Moi, je pense que c'est ça, faire son deuil. Et effectivement, je pense souvent à eux, mais en bien. Je suis content de les avoir rencontrés, je suis content qu'ils étaient dans ma vie et je suis fier d'eux. Ouais. Justement, on avait imprimé une petite photo de ta famille. Ouais. Voilà, donc quand tu les regardes, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque une famille sympa. On aimait bien être à 5. On aimerait bien nos vacances à 5. Ils avaient chacun leur caractère. Ils étaient comment? Ils étaient comment? Ouais. Bah, ils étaient tous très différents déjà. Hein. Ils étaient tous très différents. On parlait de Ambre, d'Adrien. Ambre, c'était l'artiste. Adrien, c'était le rigolo, le leader qui faisait rire tout le monde. Voilà, et puis ma femme, Laurence, c'était elle qui organisait tout. Moi, je travaillais, hein, donc voilà. Donc c'était assez bien rodé, ça marchait bien. Il n'y avait pas de soucis dans cette famille. Hein. Faire le deuil sans certitude, oui, c'est dur, mais c'est pour ça que ça a mis du temps. C'est-à-dire que la première année, il n'était pas question de faire le deuil. La deuxième année, à partir du moment où on nous a dit il y a des débris, puis petit à petit, vous dites, quand bien même il serait prisonnier quelque part, il serait vivant quelque part, on aurait des trucs. C'est pas possible de ne rien savoir. Donc, tu finis par savoir qu'ils ne reviendront pas. Donc c'est déjà ça. Ça met du temps. Ça met du temps, mais voilà. Mais c'est compliqué parce que, par exemple, administrativement, je n'ai eu les certificats de décès qu'au bout de 3 ans. Ça paraît peut-être très neutre, mais il faut savoir que tant que j'ai pas les certificats de décès, je peux pas faire prendre de prêt, je peux pas vendre ma maison parce que j'ai pas l'accord de ma femme, donc je peux rien faire administrativement. Voilà, des choses comme ça. Je continue à payer les impôts pour 5. Je peux rien faire administrativement. Ils sont toujours là. C'est comme s'ils étaient toujours là. Pourquoi ça a mis autant de temps? C'est à cause de l'enquête? Je sais pas si c'est une loi, mais c'est une règle. En France, s'ils ont disparu, on te donne le certificat de décès qu'au bout de 3 ans. Voilà, c'est comme ça. Donc au bout de 3 ans, on te dit, ça y est, on te donne les certificats de décès. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on te donne un certificat de décès, mais on te dit qu'ils sont décédés 3 ans avant. Donc à ce moment-là, il y a les impôts qui retombent dessus en disant, tu as déclaré des enfants pendant 3 ans, mais en fait, tu étais tout seul. Donc les impôts m'ont relevé, par exemple. Donc des choses comme ça, mais ça c'est l'administratif. Mais donc faire son deuil, c'est compliqué. Il n'y a pas de corps. Donc moi, j'aurais aimé avoir une stèle, un machin, un truc. Donc je vais rapidement voir des cimetières, je pourrais avoir un truc. Non, vous n'avez pas de corps. On va pas vous donner une tombe, vous n'avez pas de corps. Donc j'ai fait des choses comme ça, c'est pas possible, quoi. Tu peux rien faire. Donc c'est compliqué. T'as pas un monument qui dit ils sont là, tu sais pas où ils sont. Voilà, donc effectivement, tout ça n'aide pas à faire son deuil. Hein. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, justement, pour honorer leur mémoire? Moi, je pense souvent à eux. J'ai écrit un livre pour expliquer mon histoire. Oui, je pense que ça m'a fait du bien aussi. Les familles, tous les ans, on fait quelque chose, par exemple, au moment de l'anniversaire de l'accident. Après, moi, je fais souvent des petits trucs où je pense à eux, je mets une bougie, ça m'arrive, c'est pas à espace régulier, mais ça m'arrive très souvent de mettre un cierge, une bougie, un machin, un petit truc à eux, quoi. Ou écouter une musique qu'ils aimaient bien, ou il y a plein de petits gestes que je fais dans ma vie de tous les jours qui sont pour eux, en fait. Au début, ce que je faisais, c'est que je leur envoyais des SMS tous les soirs. C'était mon moyen de communiquer avec eux. Et ça a duré un certain temps. Je communiquais avec eux par SMS. Alors, je savais qu'ils n'avaient pas leur téléphone ni rien, mais il y avait toujours leur numéro, il y avait toujours leur truc. Donc je leur envoyais des SMS. Tu leur disais quoi? Je leur disais ce que j'avais fait, je leur demandais comment ils allaient, voilà. Comme s'ils étaient toujours en vacances et qu'on communiquait, quoi. Ça a duré longtemps, ça? Ça a duré, au moins 6 mois, ouais. Mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de communiquer avec eux, donc je leur envoyais des SMS. En 2017, les recherches ont été arrêtées. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a une conclusion officielle? Oui, il y a une conclusion officielle de la part de l'enquête officielle qui est menée soi-disant par la Malaisie. La conclusion officielle, c'est que l'avion, donc on a vu l'avion retraverser la Malaisie, puis là on ne dit pas pourquoi, l'avion a fait des milliers de kilomètres et allé au sud, est allé, et au bout de 8 heures, il n'avait plus de carburant, donc il est tombé dans l'eau, donc à 2000 km de l'Australie, et là, tout le monde est décédé. Voilà le résultat de l'enquête officielle. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, aux autorités qui gèrent ce dossier, si quelqu'un détient la vérité? Un certain nombre de personnes dans ce monde connaissent la vérité. Alors, on n'a pas voulu nous la dire. Il y a des raisons qui sont peut-être valables, j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, on est 11 ans plus tard, ce serait bien qu'on nous dise la vérité.
pourquoi on a battu cet avion, qu'est-ce qui est arrivé, où est ma famille. Voilà, qu'on tire un trait sur cette histoire, je pense que ce serait bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment en France, qui connaissent la vérité, à commencer par le président de l'époque. Qui était Hollande à ce moment-là. Donc c'était Hollande. Il faut savoir que François Hollande a mis énormément de temps à nous recevoir. Il faut savoir que François Hollande n'a jamais communiqué sur l'histoire. Or, on l'a vu, pareil, quelques mois plus tard, il y a un avion de Air Algérie qui s'écrase, je ne sais plus où il y a des Français dans l'avion, où il y a le MH, l'autre avion malaisien qui s'écrase sur l'Ukraine 2 mois plus tard. Hollande monte au créneau et dit qu'il faut une enquête internationale. Sur la nôtre, il n'y a pas de Français dans cet avion-là. Sur la nôtre, il n'a jamais rien dit. Le ministère des Affaires étrangères n'a jamais rien dit. Il faut savoir que normalement, quand un Français se prend un coup de poing à Bamako ou je ne sais où, ou au Vietnam, il y a un petit filet en disant il y a un Français qui se fait attaquer, machin. Nous, jamais rien. François Hollande n'a jamais rien dit. Il n'est jamais rentré en contact avec toi? Et alors, il n'est jamais rentré en contact. Nous, on a essayé d'entrer en contact avec lui. Il n'a jamais voulu nous recevoir au départ. Il faut savoir qu'il a reçu les familles de l'Air Algérie, qui est un avion, c'était quelques mois plus tard. Nous a jamais reçus. Bon, à force de demander, il a fini par nous recevoir. Donc, il nous a dit, je sais rien. Moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous crois pas. Il m'a dit, bah, écoutez, je vous propose de voir mes services secrets, puisqu'eux me disent qu'ils ne savent rien. Donc, il m'a fait rencontrer le patron des services secrets de l'époque, qui était un des rendez-vous les plus hallucinants que j'ai jamais eu. Vous êtes face au patron des services secrets français, et vous lui expliquez ce que vous pensez, et le mec vous prend pour un dingue, et le mec vous dit, mais non, le monde est rose. Le monde est rose, monsieur, les gens ne peuvent pas faire ça. Enfin, je veux dire, c'est comme si, voilà, on m'a pris pour un imbécile, bien évidemment. Bon, voilà, bon, ça c'était les services secrets. Et Hollande m'avait dit à l'époque, je vais aller en Malaisie, et j'en parlerai, bien évidemment, au Premier ministre malaisien. Alors effectivement, il va en Malaisie, je vois son équipe pour préparer son voyage en Malaisie, il va en Malaisie, il ne dit pas un mot de cette histoire. À l'époque, il fallait négocier des rafales, et c'est ça qui est le plus important. Mais je sais qu'il n'a absolument rien dit sur cette histoire. Donc pour moi, il était une évidence que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien dit sur l'histoire. Pourquoi il n'a jamais rien dit? Parce qu'il savait parfaitement ce qui s'était passé et il ne pouvait pas le dire. Tu as eu des dédommagements de la Malaysia Airlines? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour les familles? Dans ces cas-là, il y a toujours une assurance qui est là pour vous dédommager. Donc ça a été une histoire aussi assez complexe et assez pénible parce que officiellement, ma famille habitait en Chine. Donc, ces histoires, j'ai du mal à raconter parce que c'est de l'argent et c'est rien pour tout ça, mais la valeur d'une vie en Chine. Donc si je portais plainte, je ne pouvais porter plainte qu'en Chine parce que j'habitais en Chine ou en Malaisie, où est la Malaysia Airlines. Je ne pouvais pas le faire en France. Donc ça se passait là. Donc 2 systèmes judiciaires dans lesquels j'ai parfaitement confiance. L'assurance étant quand même une assurance européenne, mais eux disaient, nous, c'est la Chine et c'est la Malaisie, quoi. Donc ils ont joué là-dessus. Donc ça a été des négociations qui ont duré un certain temps. C'était pas le plus important. Oui, on a reçu des compensations qui n'étaient pas extraordinaires, mais on a reçu des compensations. Après, c'est quelque chose qui vous permet aussi peut-être de faire votre deuil, parce que tant que vous n'avez pas ça, vous passez pas forcément à autre chose. Donc oui, on a eu des choses, mais encore une fois, ça a été fait d'une façon très bizarre. Ça a été négocié famille par famille. Je ne sais pas ce qu'ont touché les Chinois, je ne sais pas ce qu'ont touché les Malaisiens, mais c'était compliqué, parce qu'en plus, vous avez 2 ans pour le faire. Et à un moment donné, on dit, si vous n'avez pas porté plainte... Moi, j'étais obligé de porter plainte en Chine, par exemple. Je l'ai fait en Chine parce que je me suis dit, en Malaisie, c'est Malaysia Airlines, j'ai pas confiance. Tandis qu'en Chine, les Chinois aussi, donc je l'ai fait en Chine. Mais au bout de 2 ans, les Chinois, ils nous ont dit, bah, écoutez, maintenant, il faut accepter, ou sinon vous n'aurez rien, quoi. Tu as créé du lien avec notre famille? Oui, on a créé, bien évidemment. Quand une histoire comme ça vous arrive... il y a d'autres familles qui ont vécu la même chose que moi. Oui, on a créé des liens qui aujourd'hui sont un peu plus distendus, mais on a une histoire commune et on a plaisir à se retrouver, oui. Et parce qu'il y avait aussi la petite amie de ton fils dans l'avion. Eux, tu m'avais dit au téléphone qu'ils n'ont pas choisi de poursuivre le combat autant que toi. Non, eux, c'était des Chinois, mais qui vivaient en France, qui vivent ici aujourd'hui. Eux, c'était leur fille unique. Donc c'était vraiment... une histoire horrible pour eux aussi. Et vraiment, ils ne voulaient pas s'impliquer du tout. Enfin, c'était leur façon. Quand arrivent des choses comme ça, on s'aperçoit que les gens réagissent tous différemment. Et c'est des choses qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Mais même dans ma famille, moi, je voyais d'énormes différences entre mes copains, certains de mes copains, ou mes parents, mes beaux-parents. Et les gens réagissent complètement différemment. Donc j'ai accepté le fait qu'il faut accepter que les gens
réagissent différemment. Donc, eux n'ont pas voulu du tout s'impliquer dans l'histoire. Tu penses que ça éclatera un jour? Il y a des affaires similaires qui datent de plus de 40 ans qui n'ont toujours pas éclaté. Il y a un avion qui a été abattu, une caravelle en Italie il y a plus de 40 ans. Tout le monde dit que ce sont les services secrets français qui l'ont abattu cet avion pensant qu'il y avait Kadhafi dans cet avion. Tout le monde le dit, mais on n'a jamais apporté la preuve et on n'a jamais dit oui. Donc je pense que notre histoire, ça va être un peu comme ça. C'est que petit à petit, on va savoir à peu près ce qui s'est passé, mais on n'aura jamais la preuve. Une nouvelle enquête s'ouvre en France. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Là, on l'a vu il y a quelques semaines. Effectivement, dernièrement, une société qui fait de la recherche en mer. En fait, c'est des gens qui cherchent des trésors, qui ont un matériel absolument incroyable, et qui a déjà cherché pour le MH370 il y a quelques années, mais qui n'a rien trouvé, a dit qu'elle avait trouvé un deal avec le gouvernement malaisien où ils allaient continuer à chercher pendant un certain temps, et ils seraient payés que s'ils trouvent l'avion. Donc ça fait du bruit dernièrement, effectivement. Et moi, j'étais content parce que ça fait toujours parler de l'affaire, mais je préfère qu'on parle de l'affaire plutôt qu'on l'oublie. Néanmoins, ils vont toujours chercher dans la même zone où, personnellement, je ne crois pas à cette zone-là. Donc c'est toujours dans la même zone, un peu plus au nord. Voilà. Bon, donc ils vont faire ça. Il faut savoir qu'ils sont quand même extrêmement peu transparents. C'est des gens, la dernière fois qu'ils ont cherché... C'est des chercheurs de trésors. Donc ces gens-là se font de la pub. Pendant ce temps-là, ils cherchent des trésors en disant qu'ils cherchent le MH370. Donc ils n'emmènent jamais des familles, ils n'emmènent jamais de journalistes avec eux. Moi, je ne crois pas dans la zone où ils vont aller. S'ils trouvent l'avion, tant mieux. Et alors maintenant, tu as refait ta vie, tu as monté une start-up. Donc d'abord, j'avais quitté mon boulot. Donc il fallait que je mène cette enquête. Après avoir mené cette enquête et après avoir fait tout ce que je pensais pouvoir faire, qui était en mon pouvoir, je suis allé en Malaisie, je suis allé à Singapour, on a fait du crowdfunding, on a levé des fonds, on a mené notre enquête avec ces fonds-là, etc., etc. Après, une fois qu'on a fait tout ça, je me suis dit, bon, j'ai fait ce que je pouvais, donc j'ai décidé effectivement de me lancer dans un autre projet. Et j'ai créé une start-up pour essayer de sauver le monde, mais au niveau de la décarbonisation de certaines grosses industries. Donc j'ai monté une start-up pour décarboner un monde industriel qui est très carboné. Et j'ai refait ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié. Donc aujourd'hui, personnellement, tout va bien. Mon fils aussi, tout va bien, il s'est marié. Donc on mène notre petit bout de chemin et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à l'un et l'autre à devenir heureux et à vivre une vie tout à fait normale. Ouais. Merci beaucoup, Guilain. Merci.